Parfois, plus on cherche, plus les choses nous échappent. Dans notre quête de bonheur, de succès ou d'amour, nous oublions souvent que la paix véritable vient de l'intérieur. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise, à cesser cette agitation constante et à faire confiance au flux naturel de la vie. Et c'est précisément quand on arrête de courir après tout, que tout commence à venir vers nous. Ce paradoxe puissant mérite toute notre attention. Dans cette vidéo, nous allons explorer les leçons du stoïcisme qui nous rappellent que le détachement n'est pas renoncement, mais sagesse. Nous verrons comment le calme intérieur peut devenir un aimant pour ce que l'on désire vraiment. Chaque principe évoqué ici a traversé les siècles, guidant ceux qui cherchent plus de clarté, de force et de liberté. Prépare-toi à voir les choses sous un nouvel angle. Car parfois, il suffit d'arrêter pour recevoir. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Apprendre à désirer avec légèreté. Imaginez un enfant qui court après un ballon emporté par le vent. Plus il s'épuise à le rattraper, plus il s'énerve. Maintenant, imaginez un autre enfant qui, voyant le ballon s'envoler, sourit et se dit « Peu importe, j'en trouverai un autre ». Le désir, c'est pareil. Si nous nous y accrochons avec angoisse, il nous échappe et nous épuise. Mais si nous apprenons à le tenir avec légèreté, nous restons libres. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous pouvons choisir comment réagir. Quand nous désirons quelque chose, une promotion, une relation, un objet, nous avons deux options, en devenir esclave ou garder notre sérénité. La clé ? Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le résultat final n'est pas toujours entre nos mains, mais notre attitude, elle, l'est. Prenons un exemple concret. Vous voulez absolument ce nouvel emploi. Vous y pensez jour et nuit, au point que l'attente vous ronge. Le stoïcien, lui, ferait tout pour l'obtenir, mais sans laisser ce désir troubler sa paix intérieure. Il agirait, préparerait ses entretiens, puis lâcherait prise sur le résultat. Car une chose est certaine, s'inquiéter ne changera rien. Cela ne signifie pas renoncer à vos rêves. Bien au contraire. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais une forme de sagesse dans le désir. Vous pouvez vouloir quelque chose intensément, tout en acceptant que les choses ne se passent pas comme prévu. Cette flexibilité mentale vous évite bien des souffrances inutiles. Vous restez motivé, mais sans être dévasté en cas d'échec. Pensez à un désir que vous avez aujourd'hui. Maintenant, demandez-vous, et si je ne l'obtiens pas, est-ce que je survivrai ? La réponse est presque toujours oui. Alors, pourquoi laisser ce désir vous voler votre tranquillité ? Apprenez à le tenir comme une feuille dans votre main, assez fermement pour ne pas la laisser tomber, mais assez légèrement pour qu'un coup de vent ne la déchire pas. Les stoïciens parlaient souvent de l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie embrasser ce qui arrive, même si ce n'est pas ce que nous voulions. Quand vous désirez quelque chose, dites-vous « Je ferai de mon mieux, mais si la vie en décide autrement, je saurai y trouver du bon ». Cette attitude vous rend invincible, car rien ne peut vous déstabiliser durablement. Essayez cet exercice. Pendant une semaine, notez chaque fois qu'un désir vous stresse. Puis, rappelez-vous que l'anxiété n'accélère pas les choses. Respirez, recentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, et laissez le reste suivre son cours. Petit à petit, vous verrez que vos désirs deviennent moins lourds à porter. Vous serez tout aussi ambitieux, mais bien plus léger. Le bonheur ne vient pas de l'obtention de tout ce que nous voulons, mais de notre façon de vouloir. Un désir sain est comme une boussole, pas comme une chaîne. Il vous guide sans vous enchaîner. Quand vous comprenez cela, vous vivez avec plus de joie et moins de regrets. C'est ça, la vraie liberté intérieure. Alors, la prochaine fois que vous sentez un désir devenir oppressant, souvenez-vous du ballon et du vent. Vous pouvez courir après en vous épuisant, ou sourire, et continuer votre chemin en paix. Le choix est toujours le vôtre. Et c'est précisément ce pouvoir de choisir qui fait toute la différence. C'est la première leçon du stoïcisme appliquée au désir, vouloir sans s'empoisonner. Parce qu'au fond, la vie est trop courte pour passer son temps à angoisser sur ce qui pourrait être.
Mieux vaut agir, puis laisser venir ce qui doit venir. Leçon 2. Le paradoxe de la recherche. Imaginez-vous en train d'essayer de vous endormir. Plus vous vous dites « il faut que je dorme », plus votre esprit résiste. C'est le même principe avec la paix intérieure. Plus vous la poursuivez désespérément, plus elle vous échappe. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Certaines choses ne s'obtiennent pas en les forçant, mais en lâchant prise. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, avait une formule puissante. Désire que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cela ne signifie pas être passif, mais accepter que la vie ait ses propres règles. Vous pouvez préparer le terrain, semer les graines, mais vous ne contrôlerez pas la pluie ou le soleil. La sagesse consiste à agir sans s'attacher aux résultats. Prenons un exemple moderne. Vous voulez absolument être calme avant un entretien important. Mais plus vous vous répétez « je dois rester calme », plus votre cœur s'emballe. C'est le paradoxe. La solution, au lieu de combattre votre stress, observez-le. Dites-vous « je suis nerveux, c'est normal ». Cela ne m'empêchera pas de faire de mon mieux. En acceptant ce qui est déjà là, vous désamorcez la tension. Le chaos naît souvent de notre refus du réel. Quand un problème survient, nous perdons temps et énergie à nous demander « pourquoi moi ?» au lieu de simplement dire « voilà ce qui est ». Comment y répondre? Les stoïciens appelaient cela la préméditatio malorum, anticiper les obstacles pour mieux les traverser, sans panique inutile. Essayez ceci. Pendant une journée, chaque fois que vous sentez monter l'envie de tout contrôler, arrêtez-vous. Respirez. Rappelez-vous qu'il y a deux types d'événements, ceux que vous pouvez influencer et ceux qui vous dépassent. Concentrez-vous uniquement sur le premier groupe. Vous verrez, un poids immense disparaîtra. Ce paradoxe s'applique partout. Dans une relation, plus vous exigez de l'autre qu'il vous rassure, plus il s'éloigne. Au travail, plus vous voulez impressionner, plus vous semblez tendu. La magie opère quand vous remplacez « il faut que ça marche » par « je fais ce qui est juste », peu importe l'issue. Les stoïciens ne croyaient pas au destin comme une force aveugle, mais comme un fleuve. Vous ne pouvez en changer le cours, mais vous pouvez choisir comment nager. Certains se noient en luttant contre le courant, d'autres économisent leurs forces pour atteindre la rive. La différence? L'acceptation intelligente. Concrètement, cela signifie remplacer « je veux que mon train ne soit pas en retard » par « si mon train est en retard, je lirai ce livre que je remets toujours ». Transformer chaque obstacle en opportunité, voilà l'art stoïcien. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité en action. La prochaine fois que vous sentez la panique monter parce que les choses échappent à votre contrôle, souriez intérieurement. C'est votre signal pour pratiquer « que puis-je vraiment faire ici ?» Agissez là-dessus et laissez le reste suivre son chemin. Peu à peu, vous découvrirez que le vrai contrôle, c'est de savoir quand ne pas en avoir besoin. C'est ça, le secret des grands stoïciens. Ils ne cherchaient pas la paix, ils la cultivaient en arrêtant de la forcer. Comme un ciel qui se dégage naturellement quand on cesse de vouloir chasser les nuages. À vous de jouer. Leçon 3. La métaphore du lac et de la lune. Imaginez un lac parfaitement calme, sous une nuit étoilée. À sa surface se reflète la lune, claire et brillante. Maintenant, plongez vos mains dans l'eau pour essayer d'attraper ce reflet. Que se passe-t-il? Il se brise en 1000 morceaux, et la lune disparaît dans le mouvement. Plus vous vous agitez, moins vous la voyez. C'est exactement ce qui arrive quand nous voulons trop contrôler les choses dans notre vie. Le stoïcisme nous enseigne que certaines réalités ne peuvent être saisies par la force. La paix, le bonheur, la réussite. Ce sont des reflets qui apparaissent quand nous cessons de vouloir les attraper désespérément. Comme le lac, notre esprit doit retrouver son calme pour que ces choses se révèlent à nous. Lâcher prise n'est pas renoncer, c'est laisser la vie suivre son cours sans résistance inutile. Prenons un exemple concret. Vous voulez absolument être heureux dans votre relation. Vous analysez chaque détail, vous vous inquiétez pour l'avenir, vous exigez des preuves d'amour. Résultat, vous créez des vagues qui troublent la simplicité du moment présent.
Le bonheur, comme le reflet de la lune, fuit quand on tente trop de le retenir. La solution? Respirer et laisser les choses être ce qu'elles sont. Les stoïciens comprenaient cela. Ils savaient que la sérénité ne vient pas en forçant les événements, mais en acceptant leur nature changeante. Quand vous arrêtez de vous battre contre ce qui est, vous retrouvez une clarté intérieure. C'est comme si les vagues de votre esprit s'apaisaient, et soudain, tout devient plus évident. Vous voyez les solutions qui étaient là depuis le début, cachées sous vos propres agitations. Essayez cet exercice aujourd'hui. Identifiez une situation où vous vous sentez tendu parce que vous voulez trop contrôler le résultat. Maintenant, rappelez-vous du lac. Au lieu de vous agiter, observez simplement. Laissez les émotions passer comme des nuages, sans les retenir. Vous remarquerez que, petit à petit, votre esprit redevient clair et les réponses viennent d'elles-mêmes. Cette métaphore s'applique partout. Dans le travail, quand vous vous épuisez à vouloir tout perfectionner, vous perdez de vue l'essentiel. En amitié, quand vous cherchez trop à plaire, vous étouffez la spontanéité. La vie est comme ce reflet. Elle se montre dans toute sa beauté quand vous cessez de vouloir la posséder. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive arrive justement ». Cela ne signifie pas que tout est parfait, mais que chaque événement fait partie d'un ensemble plus grand que nous ne comprenons pas toujours. En arrêtant de résister, vous vous alignez avec cette sagesse. Vous devenez comme le lac qui, immobile, reflète la lune sans effort. Concrètement, cela veut dire remplacer « je dois absolument réussir » par « je ferai de mon mieux et j'accepterai ce qui viendra ». Ce simple changement d'attitude enlève une pression énorme. Vous agissez avec confiance, mais sans la peur de l'échec. Et souvent, c'est précisément dans cet état d'esprit que les meilleures choses arrivent. La prochaine fois que vous sentez monter l'urgence de tout contrôler, souvenez-vous de l'image du lac. Vos tentatives désespérées pour tout maîtriser ne font que brouiller ce que vous cherchiez à voir. En vous calmant, vous permettez à la clarté de revenir. La lune n'a pas disparu. Elle attend simplement que vos vagues intérieures se taisent. Voilà la leçon stoïcienne cachée dans cette métaphore. Parfois, le meilleur moyen d'obtenir quelque chose est de cesser de le poursuivre avec anxiété. Laissez la vie vous surprendre. Comme le lac au petit matin, vous retrouverez votre tranquillité et avec elle, la lumière que vous cherchiez. Leçon 4, la liberté intérieure. Imaginez un arbre en pleine tempête. Ses branches craquent, ses feuilles s'envolent, mais ses racines tiennent bon. Il ne contrôle pas le vent, mais il ne le combat pas non plus. Il plie sans rompre. C'est exactement ce que signifie la liberté intérieure selon le stoïcisme. La capacité à rester solide face aux circonstances, non parce qu'on les domine, mais parce qu'on les accepte. La plupart d'entre nous passons notre temps à lutter contre ce qui est. Un retard, une déception, un échec. Nous résistons, nous nous indignons, comme si protester pouvait changer les faits. Mais la réalité a une qualité particulière. Elle existe, qu'on l'approuve ou non. Et c'est précisément en cessant de la nier que nous retrouvons notre pouvoir. La lucidité, pas le contrôle, est la vraie source de force. Prenons un exemple simple. Vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pouvez taper sur votre volant, maudire la circulation, ou allumer la radio et profiter de ce moment inattendu pour respirer. La situation est identique, mais votre réaction change tout. Les stoïciens appelaient cela la discipline de l'assentiment. Reconnaître ce qui est hors de votre pouvoir, pour mieux concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Ici, votre humeur, votre patience. Cette acceptation n'a rien de passif. Au contraire, c'est une position de lucidité stratégique. Quand un marin affronte une vague, il ne discute pas avec elle. Il ajuste ses voiles. De même, accepter la réalité ne signifie pas abandonner, mais s'adapter avec intelligence. Vous perdez votre emploi? C'est dur. Mais nier cette réalité ne vous aidera pas à en retrouver un. La reconnaître, si. Essayez cet exercice aujourd'hui. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « ce n'est pas juste » ou « ça ne devrait pas arriver », stoppez net. Remplacez ces phrases par « c'est comme ça. Maintenant, que puis-je faire ?»
Ce petit changement mental est révolutionnaire. Il transforme l'énergie gaspillée en révolte stérile en puissance d'action concrète. Les plus grands stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, insistaient sur ce point. Notre souffrance ne vient jamais des événements eux-mêmes, mais de notre refus de les voir tels qu'ils sont. Un divorce est douloureux, oui, mais c'est votre attachement à ce qui aurait dû être qui rend la blessure insupportable. En regardant la situation en face, sans filtre, vous retrouvez votre liberté de mouvement. Cette liberté intérieure est comme un muscle. Plus vous pratiquez l'acceptation, plus elle devient naturelle. Commencez par les petites choses. Un café renversé, une remarque déplaisante, puis progressez vers les défis plus importants. Vous découvrirez une étrange paix, celle de ne plus être en guerre permanente avec l'existence. Concrètement, cela se traduit par une question simple. Est-ce que je peux changer cela? Si oui, agissez. Sinon, travaillez à changer votre perspective. Cette distinction fondamentale est la clé qui ouvre toutes les prisons mentales. Même enchaîné, Épictète enseignait qu'un homme pouvait rester libre intérieurement, car personne ne peut vous forcer à haïr ce qui arrive. La prochaine fois que la vie vous présente une réalité difficile, souvenez-vous de l'arbre dans la tempête. Vos racines, ce sont vos principes. Votre flexibilité, votre capacité à accepter sans vous briser. C'est ça, la vraie maîtrise stoïcienne. Non pas un contrôle illusoire sur le monde, mais une souveraineté inébranlable sur vous-même. Voilà le paradoxe ultime. En acceptant ce que vous ne pouvez changer, vous devenez invincible. Non parce que le monde vous obéit, mais parce que rien ne peut plus vous déstabiliser durablement. La réalité est ce qu'elle est. Votre liberté, c'est de choisir comment y répondre. Leçon 5. Ce qui t'appartient vraiment. Il y a une vérité simple que beaucoup découvrent trop tard. Rien de ce que tu obtiens à l'extérieur ne pourra jamais combler un manque intérieur. Une promotion, une relation, une reconnaissance. Si tu les cherches pour te sentir entier, tu seras toujours déçu. Le stoïcisme nous rappelle une loi essentielle. Ce qui t'appartient vraiment ne peut être perdu, car il ne dépend pas des circonstances. Prends l'exemple d'un vase fêlé. Tu peux y verser tout l'or du monde, il continuera à fuir. Notre esprit fonctionne de la même manière. Si tu n'as pas d'estime de toi, aucun compliment ne te rassasiera. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, aucun succès ne t'apaisera. La plénitude ne s'acquiert pas, elle se cultive. C'est un travail intérieur avant tout. Les stoïciens parlaient de l'autarcie, cette capacité à être complet par soi-même. Cela ne signifie pas vivre en ermite, mais cesser de mettre ton bonheur en hypothèque sur des choses extérieures. Imagine deux personnes recevant la même critique. L'une est dévastée, l'autre reste calme. La différence? La seconde sait, au fond d'elle, qui elle est. Elle n'a pas besoin que les autres définissent sa valeur. La cohérence est une autre clé. Beaucoup vivent déchirés entre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paraître. Cette division intérieure est épuisante. Quand tes actes s'alignent avec tes principes, tu cesses de gaspiller de l'énergie en masques et en justifications. Tu deviens comme un arbre bien enraciné. Les vents peuvent souffler, mais ton noyau reste stable. Pratique ceci. Chaque matin, demande-toi, qui veux-je être aujourd'hui? Pas ce que tu veux obtenir, mais comment tu veux te comporter. Puis, le soir, revis ta journée sans juger tes résultats, mais en observant tes efforts. Petit à petit, tu construiras cette solidité intérieure qui rend les tempêtes extérieures moins menaçantes. La présence est ton allié. Combien de moments gâchés parce que ton esprit était ailleurs, à ruminer le passé ou à anticiper le futur. Les stoïciens cultivaient l'attention au présent, non par mysticisme, mais par pragmatisme. C'est le seul endroit où tu peux vraiment agir. Un repas partagé, une tâche accomplie avec soin, c'est là que se niche la vraie richesse. Ce travail sur toi n'est pas égoïste. Au contraire, plus tu es complet intérieurement, plus tu peux donner aux autres sans attente. Tu aimes non par besoin, mais par abondance. Tu travailles non par peur, mais par engagement. Cette qualité d'être attire naturellement ce qui te correspond. Non parce que tu l'as forcé,
mais parce que tu es devenu un aimant pour ce qui est juste. Certains croient que la sagesse stoïcienne est une affaire de renoncement. C'est tout le contraire. Il s'agit de reconnaître ce qui t'appartient vraiment, non les biens ou les statuts, mais ton intégrité, ta capacité à choisir, ton regard sur le monde. Tout le reste peut être retiré. Ces choses-là, jamais. Commence aujourd'hui. Au lieu de courir après ce que tu penses devoir obtenir, demande-toi, qui suis-je sans tout cela? La réponse pourrait te surprendre. Et c'est souvent dans cette découverte que commence la vraie liberté. Non pas la liberté d'avoir, mais la liberté d'être. Voilà le cadeau ultime du stoïcisme. Comprendre que tu portes déjà en toi tout ce dont tu as besoin pour vivre bien. Le reste, ce sont des ornements. Utiles, agréables parfois, mais jamais essentiels. Ta plénitude ne dépend que de toi. Et ça, personne ne peut te le prendre. Leçon 6. L'abondance commence par le regard. Tu connais ce sentiment. Quand tu te concentres sur ce qui te manque, soudain, tout semble confirmer cette pénurie. Ton compte en banque, tes relations, tes opportunités, tout paraît insuffisant. Le stoïcisme nous enseigne un principe puissant. Ton attention est comme un aimant. Ce sur quoi tu fixes, ton esprit grandit dans ta réalité. Un mental obsédé par le manque ne fera que le multiplier. Prends une simple journée. Si tu te réveilles en pensant « je n'ai pas assez de temps », chaque minute sera vécue dans la précipitation. Mais si tu commences par « j'ai exactement ce qu'il me faut pour aujourd'hui », ton rapport au temps change. Le nombre d'heures est identique, mais ton expérience est radicalement différente. Ce n'est pas de la magie. C'est la façon dont ton cerveau filtre la réalité en fonction de tes focalisations. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des bienfaits. Chaque matin, ils passaient en revue non pas ce qui leur manquait, mais ce qu'ils possédaient déjà. Santé, amis, connaissances, rien n'était tenu pour acquis. Marc Aurèle lui-même, empereur de Rome, commençait ses journées en se rappelant ses privilèges. Non par naïveté, mais par stratégie mentale. En ancrant son esprit dans l'abondance présente, il était mieux armé pour affronter les défis. Essaie cet exercice pendant une semaine. Chaque soir, note 3 choses concrètes que tu as reçues dans la journée. Un rayon de soleil, une conversation sincère, un problème résolu. Pas besoin de grands événements, c'est dans les détails que se cache la vraie richesse. Tu vas découvrir quelque chose d'étonnant. Plus tu cherches des preuves d'abondance, plus tu en trouves. Comme si ton esprit, reprogrammé, commençait à voir ce qu'il ignorait auparavant. Le piège moderne, croire que l'abondance est une quantité. Plus d'argent, plus de biens, plus de succès. Les stoïciens proposaient une autre voie. C'est une qualité d'attention. Un homme riche qui craint de perdre sa fortune vit dans la pénurie mentale. Un modeste qui savoure ce qu'il a connaît l'abondance réelle. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, mais le rapport que tu entretiens avec cela. Quand tu changes de regard, tu changes d'expérience. Un échec peut devenir une leçon. Une limitation peut se révéler une protection. Ce que tu considérais comme acquis prend soudain de la valeur. C'est cela, la vraie alchimie stoïcienne. Transformer ta perception pour transformer ta réalité intérieure. L'extérieur ne change peut-être pas immédiatement, mais ta façon de le traverser, si. Attention, il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de se complaire dans la médiocrité, mais de distinguer entre ce qui est objectif, ta situation réelle, et ce qui est subjectif, ton interprétation. Entre les deux se trouve ton pouvoir, celui de choisir où poser ton regard. Un problème reconnu, mais non amplifié par des pensées catastrophistes, est déjà à moitié résolu. Commence petit. Aujourd'hui, quand tu te surprendras à penser « je n'ai pas », remplace immédiatement par « j'ai ». Même si c'est minime. Ce simple renversement crée une dynamique nouvelle. Petit à petit, tu formeras ton esprit à repérer non pas les absences, mais les présences. Comme un muscle, cette capacité se développe avec l'entraînement. La leçon est claire. Ce n'est pas ta situation qui détermine ton sentiment d'abondance, mais l'inverse. En cultivant la gratitude pour ce qui est déjà là, tu prépares le terrain pour accueillir davantage.
Non par loi d'attraction mystique, mais parce qu'un esprit centré sur les possibilités voit et saisit mieux les opportunités. Le stoïcisme nous offre ainsi un outil précieux, la liberté de choisir ce que nous voyons dans le miroir de nos vies. Un reflet de manque, ou une image riche de ce qui existe, de ce qui résiste, de ce qui grandit? La réponse ne dépend que de toi. Et c'est peut-être là la plus grande abondance, réaliser que ton regard lui-même est une source inépuisable. Imagine un homme qui marche dans le désert en portant une cruche percée. Plus il s'énerve à vouloir la remplir, plus l'eau s'échappe. Maintenant, observe celui qui, voyant la fuite, sourit et utilise cette même eau pour arroser les fleurs sur son passage. La situation est identique, mais l'un vit dans la frustration quand l'autre crée de la beauté malgré tout. Le stoïcisme nous apprend cela. Ton abondance ne dépend pas de la taille de ta cruche, mais de la façon dont tu choisis de voir son contenu. Ce n'est pas une question de quantité, mais de perspective. Prenons l'exemple de deux amis face à la même promotion refusée. Le premier rumine. Pourquoi moi? J'ai tout donné pour rien. Le second pense, cette porte s'est fermée, mais j'ai gagné en compétences et en visibilité. Leurs réalités objectives sont similaires, mais leurs mondes intérieurs sont radicalement différents. Le premier s'appauvrit en se concentrant sur le rejet, le second s'enrichit en valorisant ce qu'il a acquis. C'est là toute la puissance du regard stoïcien. Transformer les expériences en nourriture pour grandir, plutôt qu'en preuve d'injustice. La neuroscience confirme d'ailleurs cette approche. Notre cerveau possède un mécanisme appelé biais de négativité qui nous pousse à remarquer davantage les menaces que les opportunités. Ce réflexe était utile à la préhistoire pour survivre, mais aujourd'hui, il déforme notre perception. Les stoïciens, sans connaître la science moderne, avaient pressenti ce piège. Leur solution? Entraîner délibérément l'esprit à détecter les ressources plutôt que les manques, comme un muscle qu'on fortifie à force de répétition. Pratique ceci. Pendant une journée, note chaque fois que tu prononces, même mentalement, les mots « pas assez ». Temps, argent, reconnaissance, remplace systématiquement par « j'ai ce qu'il faut pour ». Ce n'est pas du positivisme naïf, mais une reprogrammation pragmatique. Tu vas vite constater un phénomène étrange. En cessant de te définir par tes manques, tu libères une énergie nouvelle pour créer avec ce qui est disponible. L'abondance est souvent cachée derrière nos habitudes de plainte. Sénèque écrivait à son ami Lucilius: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles. » Cette phrase résume bien le cercle vicieux du manque. Plus on croit ne pas avoir les moyens, moins on agit, et plus la pénurie semble réelle. Le stoïcisme brise ce cycle par l'action mesurée. Commence petit, avec ce que tu as, là où tu es. 1 euro économisé, une page écrite, une conversation authentique, ces micro-actions, accumulées, modifient ta perception de toi-même et du possible. Observe les enfants, ils transforment un bâton en épée, un carton en château. Leur richesse vient de leur capacité à voir le potentiel plutôt que les limites. En grandissant, nous perdons souvent cette flexibilité mentale. Les stoïciens nous invitent à la retrouver, non par infantilisation, mais par lucidité créative. Ton logement est petit? Vois-le comme un nid plutôt qu'une cage. Ton travail est modeste? Considère-le comme une école plutôt qu'une prison. Le changement de vocabule entraîne un changement d'expérience. Certains objecteront, mais mes problèmes sont réels. Bien sûr, le stoïcisme ne les nie pas. Il propose simplement de ne pas les aggraver par une mentalité de siège. Quand Épictète, esclave boiteux, enseignait que la liberté se conquiert intérieurement, il parlait d'expérience. Son corps était enchaîné, mais son esprit explorait des territoires immenses. Nous avons presque tous plus de marge de manœuvre que nous ne le croyons. La première étape consiste à arrêter de confondre nos circonstances et nos pensées à leur sujet. Concrètement, comment faire? Créer un journal d'abondance stoïcienne. Chaque soir, note non pas tes réussites, mais tes ressources utilisées. La patience face à une attente, la créativité pour résoudre un problème, l'humour devant un contretemps.
Avec le temps, tu constitueras un inventaire précieux de tes véritables richesses, celles qui ne dépendent pas des caprices du destin. Ce journal deviendra ton antidote au jour où le manque semblera écrasant. La société nous conditionne à voir la vie comme une comptabilité. Si j'obtiens X, alors je vaudrai Y. Les stoïciens renversent cette logique. Ta valeur est inhérente. Tes ressources sont déjà là, à toi de les activer. Quand Marc Aurèle écrivait « Très peu de choses sont nécessaires pour vivre heureux », il ne prônait pas l'austérité, mais la libération par la simplicité. En identifiant ce qui compte vraiment, tu découvres que tu en disposes déjà bien plus que tu ne le pensais. Enfin, souviens-toi, chaque fois que tu te sens pris au piège du manque, demande « Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur ce qui est vraiment important ?» Les obstacles deviennent alors des révélateurs. Un compte bancaire maigre peut enseigner la débrouillardise. Une solitude forcée peut approfondir l'introspection. Rien ne se perd quand on sait tout transformer. C'est cela, l'abondance ultime. Non pas une accumulation, mais une alchimie permanente de regard et de sens. Leçon 7. Deviens d'abord, ressens ensuite. Il y a une vérité contre-intuitive que les grands philosophes stoïciens avaient comprise bien avant les psychologues modernes. Ce n'est pas en attendant de te sentir confiant que tu deviendras confiant, c'est en agissant comme une personne confiante que le sentiment suivra. Imagine un acteur qui joue un rôle avec tant de conviction qu'il finit par incarner véritablement le personnage. Ta vie fonctionne de la même manière. Chaque fois que tu adoptes une posture, un langage ou des actions cohérents avec la personne que tu aspires à être, tu commences à réécrire ton histoire intérieure. Prends l'exemple de la gratitude. Tu ne vas pas attendre d'être débordant de reconnaissance pour commencer à exprimer de la gratitude. C'est l'inverse. En forçant délibérément tes muscles faciaux à sourire, en écrivant chaque jour 3 choses pour lesquelles tu dis « merci », même machinalement au début, tu reprogrammes progressivement ton cerveau. Les neurosciences appellent cela la cognition incarnée. Ton corps influence ton esprit autant que l'inverse. Les stoïciens pratiquaient cela intuitivement en simulant des situations difficiles pour s'y préparer mentalement. Parlons du respect. Combien de personnes se plaignent de ne pas être respectées alors qu'elles ne se respectent pas elles-mêmes? Commence par te traiter comme tu voudrais que les autres te traitent. Parle-toi avec bienveillance, fixe des limites claires, accorde-toi le même soin que tu offrirais à un être cher. Curieusement, tu observeras que ton environnement commence à refléter ce changement intérieur. Ce n'est pas magique, c'est simplement que les gens répondent inconsciemment aux signaux que tu émettras. La confiance en soi suit le même principe. Au lieu d'attendre que la peur disparaisse pour passer à l'action, avance malgré elle. Un orateur débutant croit qu'il doit éliminer son trac avant de monter sur scène. Le professionnel sait que le trac ne disparaît jamais vraiment. Il apprend simplement à parler malgré lui, jusqu'à ce que ses gestes et sa voix finissent par convaincre son propre système nerveux. Chaque petit pas pris en dépit de la peur est une pierre posée vers une estime de soi solide. Voici un exercice stoïcien puissant. Pendant une semaine, choisis une qualité que tu veux développer. Calme, générosité, courage, et agis systématiquement comme si tu la possédais déjà. Tu te sens irritable? Imite la réaction de la personne la plus sereine que tu connais. Tu doutes de toi? Emprunte temporairement la posture physique de quelqu'un de très assuré. C'est comme si crée une boucle vertueuse où l'action modifie l'état d'esprit, qui à son tour facilite l'action. Le piège serait de croire qu'il s'agit d'inauthenticité. En réalité, tu ne fais pas semblant, tu pratiques. Comme un musicien répète des gammes avant de jouer avec inspiration, tu exerces les comportements de ta meilleure version jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Marc Aurèle ne se sentait pas toujours empereur sage. C'est en agissant quotidiennement en empereur sage qu'il le devenait un peu plus chaque jour. Cette approche est particulièrement utile pour les vertus difficiles. Tu ne parviens pas à pardonner? Commence par des actes de pardon concrets, un message, un geste, même si ton cœur n'y est pas pleinement. L'émotion suivra avec le temps. Tu manques de discipline? Habitue-toi à accomplir des micro-actions planifiées, se lever à heure fixe, terminer ce que tu commences, et la fierté accumulée construira ta volonté. Souviens-toi,
Personne ne n'est stoïcien accompli. Sénèque avait ses colères, Épictète ses doutes. Ce qui les distinguait, c'était leur engagement à jouer le rôle du sage jusqu'à ce que, par la répétition, ils le deviennent véritablement. Ton costume précède ton caractère. Alors aujourd'hui, demande-toi, comment la personne que je veux être agirait-elle à ma place? Et fais-le, simplement. Les sentiments viendront par surcroît. Cette leçon contient peut-être l'enseignement stoïcien le plus libérateur. Tu n'as pas à attendre de te sentir prêt, ni d'être parfaitement transformé intérieurement pour commencer à vivre selon tes principes. L'action est à la fois le chemin et la destination. Plus tu joueras ton meilleur rôle, plus ce rôle cessera d'en être un, il deviendra qui tu es vraiment. La vie ressemble souvent à un miroir qui nous renvoie l'image que nous lui présentons. Lorsque tu commences à agir avec l'assurance de celui qui mérite le respect, le monde répond progressivement à cette nouvelle fréquence. Ce n'est pas une illusion New Age, mais un principe psychologique bien établi, les prophéties autoréalisatrices. Ton comportement influence la façon dont les autres te traitent, ce qui renforce ensuite ta propre perception de toi-même. Les stoïciens anciens comprenaient ce cercle vertueux lorsqu'ils conseillaient de jouer le philosophe jusqu'à le devenir véritablement. Cette pratique quotidienne finit par modifier non seulement tes actions, mais tes schémas de pensée les plus profonds. Prenons l'exemple concret de la ponctualité. Tu veux devenir une personne fiable? Ne te contente pas de le souhaiter. Commence par arriver systématiquement 5 minutes en avance à chaque rendez-vous. Au début, cela demandera un effort conscient, presque mécanique. Mais après quelques semaines, tu constateras un changement subtil. Non seulement les autres te considéreront différemment, mais tu commenceras à t'identifier naturellement comme quelqu'un de ponctuel. C'est ainsi que fonctionne l'identité. Elle se construit par l'accumulation de petites actions répétées, bien plus que par de grandes déclarations d'intention. Le corps joue un rôle crucial dans ce processus. Des études en psychologie sociale montrent que le simple fait d'adopter une posture de confiance, épaules ouvertes, regard droit, pendant 2 minutes modifie les niveaux de testostérone et de cortisol. Les stoïciens, sans connaître ces mécanismes biologiques, recommandaient déjà de se tenir comme un empereur, même dans l'intimité. Ton physique n'est pas seulement le reflet de ton état mental, il peut en être l'initiateur. Et c'est ceci. Pendant une conversation importante, concentre-toi non sur ce que tu ressens, mais sur la façon dont tu t'assois, dont tu respires. Tu découvriras que calmer le corps précède souvent le calme de l'esprit. La gratitude forcée suit la même logique. Les jours où tu te sens vide de reconnaissance, écris néanmoins une lettre de remerciement détaillée à quelqu'un. Décris précisément ce qu'il a fait pour toi et l'impact que cela a eu. Même si l'exercice semble artificiel au départ, tu ressentiras presque toujours un véritable élan de chaleur humaine en le terminant. Les neurosciences expliquent ce phénomène. En activant délibérément les circuits neuronaux de l'appréciation, tu les renforces pour qu'ils s'activent plus spontanément à l'avenir. C'est une forme d'entraînement cérébral que les stoïciens pratiquaient à travers leurs exercices de contemplation des bienfaits. L'habitude la plus puissante consiste peut-être à parler de toi comme de la personne que tu veux devenir. Remplace « j'essaie d'être plus patient » par « je deviens une personne patiente ». J'aimerais être courageux par « je cultive mon courage chaque jour ». Ce léger glissement linguistique crée une dissonance cognitive salutaire entre ton état actuel et tes paroles. Ton esprit déteste ces incohérences et travaillera inconsciemment à les résoudre en te poussant à agir en accord avec ton nouveau récit identitaire. Marc Aurèle maîtrisait cet art dans ses pensées, où il ne se contentait pas d'aspirer à la vertu, mais s'adressait à lui-même comme s'il la possédait déjà. Les résistances émotionnelles sont normales dans ce processus. Tu pourras ressentir de l'imposture en agissant comme si. C'est précisément ce malaise qui signale que tu repousses tes limites. Un musicien débutant se sent ridicule en jouant devant un miroir, un écrivain novice trouve prétentieux de se dire auteur. Pourtant, c'est en persévérant malgré ce malaise que l'identité s'ajuste progressivement aux actions. Les stoïciens appelaient cela « porter le masque jusqu'à ce que le visage s'y conforme ». La clé est de considérer ces moments non comme de l'hypocrisie, mais comme un apprentissage.
Personne ne critique un enfant qui fait semblant de conduire une voiture pour apprendre les bases. Cette méthode transforme particulièrement bien les relations. Tu trouves difficile d'être bienveillant avec un collègue désagréable? Commence par lui offrir une authentique écoute pendant 30 secondes, puis 1 minute. Même si ton cœur n'y est pas pleinement, ces micro-actions créeront une dynamique nouvelle. Souvent, tu découvriras que c'est ton anticipation négative bien plus que la réalité de l'interaction qui alimentait ta réticence. Épictète enseignait que on ne peut pas contrôler ce que les autres font, seulement comment on y répond. En choisissant délibérément tes réponses, tu modifies progressivement tes schémas relationnels. Le sommeil offre une métaphore parlante. Tu ne peux pas te forcer directement à dormir. Plus tu t'y efforces, plus le sommeil fuit. En revanche, tu peux créer les conditions propices, obscurité, routine calme, heures régulières, qui le favoriseront. De même, tu ne peux pas commander à tes émotions de changer instantanément, mais tu peux mettre en place les comportements qui, répétés, les influenceront durablement. Les rituels stoïciens du matin, visualisation de la journée, et du soir, examen de conscience, fonctionnaient précisément ainsi, comme des architectures discrètes pour façonner progressivement l'esprit. Enfin, souviens-toi que même les plus grands stoïciens avaient des rechutes. Sénèque avouait parfois céder à la colère malgré ses principes. Ce qui comptait, c'était sa persistance à revenir à ses exercices, comme un musicien reprend ses gammes après une fausse note. Chaque fois que tu t'oublies ton nouveau rôle, considère cela non comme un échec, mais comme une opportunité de recommencer avec plus de conscience. C'est dans ces moments de reprise volontaire que se forge véritablement le caractère. La beauté de cette approche réside dans son accessibilité immédiate. Tu n'as besoin d'aucune préparation spéciale pour commencer dès maintenant à incarner, ne serait-ce que modestement, une qualité que tu admires. Ce soir même, tu peux parler avec un peu plus de calme, écouter avec un peu plus de présence, agir avec un peu plus d'intégrité. Ces petits pas s'accumulent en un chemin qui, avec le temps, devient non plus ce que tu fais mais ce que tu es. Comme le disait Épictète, tu veux être bon? Commence par cesser d'être mauvais. L'action précède et fascine l'être, voilà peut-être le secret le plus pratique que nous ait légué le stoïcisme. Leçon 8, le calme comme pratique radicale. Le vrai calme ne vient pas en fuyant les tempêtes, mais en apprenant à naviguer en leur centre. Trop souvent, nous cherchons la paix dans l'évitement, fuir les conflits, étouffer nos colères, faire semblant que tout va bien. Le stoïcisme propose une voie plus exigeante mais plus libératrice. Regarder droit dans les yeux ce qui nous trouble, non pour le combattre, mais pour le traverser avec lucidité. Ce calme-là ne s'achète pas en boutique de développement personnel. Il se mérite par un travail intérieur courageux. Le pardon est l'un des chemins les plus directs vers cette paix authentique. Non pas ce pardon mielleux qui minimise les blessures, mais celui stoïcien qui reconnaît pleinement le mal tout en refusant de lui donner les clés de ton présent. Imagine une blessure ancienne qui continue à t'empoisonner. Maintenant, demande-toi, qui porte réellement le poids de cette rancœur aujourd'hui? Ton offenseur probablement oublieux, ou toi-même qui revisite inlassablement la scène? Le pardon stoïcien est un acte d'égoïsme intelligent. Tu ne le fais pas pour l'autre, mais pour reprendre possession de ton propre territoire intérieur. L'honnêteté envers soi-même est l'autre pilier de ce calme profond. Combien d'énergie gaspillée à maintenir des illusions sur nos motivations, nos limites, nos véritables désirs. Les stoïciens pratiquaient l'examen de conscience quotidien non par masochisme, mais comme un chirurgien nettoie une plaie, pour prévenir l'infection des mensonges intérieurs. Et c'est cet exercice brutalement simple. Chaque soir, demande-toi, quand me suis-je menti à moi-même aujourd'hui? Les réponses, parfois gênantes, seront toujours libératrices. Les actes les plus modestes sont souvent les plus puissants pour retrouver le centre. Une chambre rangée, une lettre écrite à la main, une marche silencieuse. Ces gestes apparemment insignifiants recréent de l'ordre dans le chaos mental. Marc Aurèle, aux responsabilités écrasantes d'empereur, consacrait des heures à écrire son journal non par narcissisme, mais parce que l'acte même de former des lettres sur le papyrus l'aidait à reformer ses pensées. Le calme ne se trouve pas,
Il se construit pierre après pierre dans les choix concrets du quotidien. La colère est un test révélateur. Quand elle surgit, au lieu de la nier ou de l'exagérer, pratique l'art stoïcien de la pause créatrice. Avant de réagir, fais ces 3 choses. Compte mentalement jusqu'à 10. Oui, la vieille méthode fonctionne. Demande-toi quelle part de la situation dépend réellement de toi. Puis imagine comment la personne la plus sage que tu connais réagirait. Ce rituel simple mais exigeant transforme l'énergie brute de la colère en une force utile plutôt qu'en un feu destructeur. Les relations sont notre miroir le plus impitoyable. Quand quelqu'un t'irrite au-delà du raisonnable, pose-toi cette question stoïcienne. Quelle part de moi reconnais-je malgré moi en cette personne? Souvent, ce qui nous hérisse chez autrui est précisément ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ce retournement de perspective ne justifie pas les comportements toxiques, mais il t'empêche d'en devenir l'otage émotionnel. La vraie paix relationnelle commence quand tu cesses d'attendre que les autres changent pour que tu te sentes mieux. Le corps est un allié méconnu du calme mental. Les stoïciens, contrairement aux clichés, n'étaient pas des contempteurs du physique. Ils comprenaient que l'esprit s'enracine dans la chair. Une respiration ventrale consciente, 5 minutes par jour, fait plus pour l'équilibre intérieur que des heures de rumination. Ton corps sait revenir au calme. Il suffit souvent de cesser de l'en empêcher par ton agitation mentale. Le paradoxe ultime, plus tu acceptes que le calme parfait n'existe pas, plus tu deviens capable de trouver la paix au cœur même des turbulences. Comme un marin qui ne maudit plus les vagues, mais apprend à danser avec elles. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans tempête, seulement la capacité de ne plus s'y noyer. Leur secret résidait dans cette conviction simple mais révolutionnaire. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour que tu sois en paix, c'est ta façon d'habiter le monde. Commence aujourd'hui par un acte minuscule mais radical. Au prochain contrariété, au lieu de chercher immédiatement une solution, contente-toi de dire intérieurement « voilà ce qui est ». Cette simple reconnaissance, sans jugement ni résistance, ouvre la porte à un calme d'une qualité entièrement nouvelle. Non pas l'absence de bruit, mais la présence au centre de toi-même, inébranlable comme ces grands arbres dont les racines profondes leur permettent de ployer sans rompre. Le stoïcisme nous offre ainsi un antidote précieux à notre époque frénétique. La possibilité de cesser de courir après la paix pour, enfin, la pratiquer. Non comme une récompense lointaine, mais comme une discipline quotidienne, un muscle que l'on fortifie par des actes délibérés. Le calme authentique n'est pas un don, c'est un art qui s'apprend et dont les outils sont à la portée de ta main en cet instant même. Le pardon véritable commence par une vérité dérangeante. Nous avons souvent plus de mal à nous pardonner nous-mêmes qu'à pardonner aux autres. Ces petites ondes secrètes, ces regrets qui nous tiennent éveillés la nuit, elles agissent comme des pierres dans nos chaussures, nous empêchant d'avancer légèrement. La pratique stoïcienne suggère un exercice libérateur. Écris sur un papier tout ce que tu ne t'es jamais pardonné, puis brûle-le symboliquement. Ce rituel concret marque une frontière entre ton passé et ton présent, te permettant de recommencer sans porter ce fardeau invisible. Le calme intérieur exige de faire la paix avec toutes les versions de soi-même, surtout celles dont nous avons honte. L'honnêteté radicale envers soi nécessite un courage particulier, celui de regarder ses échecs sans se draper dans le rôle de victime. Quand un projet échoue, il est facile d'accuser les circonstances ou les autres. Le stoïcien, lui, commence par se demander « quelle part revient à mes choix ?» Cette prise de responsabilité, loin d'être culpabilisante, devient paradoxalement une source de puissance. Car ce dont tu es responsable, tu peux le transformer. Le calme naît justement de cette distinction cruciale entre ce qui dépend de toi et sur quoi tu peux agir, et ce qui ne dépend pas de toi et qu'il faut alors apprendre à accepter. Les gestes simples de recentrage ont une puissance sous-estimée. Prendre le temps de préparer un thé en pleine conscience, ranger son espace de travail, écrire une liste à la main. Ces micro-rituels agissent comme des ancres qui nous ramènent à l'instant présent. Les stoïciens y voyaient des exercices spirituels à part entière. Quand le monde extérieur devient chaotique, ces petites îles d'ordre que nous créons volontairement restaurent notre sentiment de contrôle intérieur. Et c'est ceci, chaque fois que tu te sens submergé, accomplis une tâche concrète et limitée, plier du linge, nettoyer un tiroir,
le sentiment d'accomplissement, même minime, réinitialise ton esprit. La colère révèle toujours une attente déçue. Le stoïcien ne nie pas cette émotion puissante, mais la dissèque avec la précision d'un scientifique. Pourquoi cela me met-il en colère? Quelle croyance cachée et heurtée? Demande-t-il. Ce travail d'enquête intérieure transforme l'énergie brute de la colère en une compréhension utile. Souvent, nous découvrons que ce qui nous irrite tant chez les autres correspond à des parties de nous-mêmes que nous refusons de voir. Le calme véritable n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à traverser ces tempêtes émotionnelles sans en être détruit. Nos relations fonctionnent comme des miroirs grossissants de nos états intérieurs. Quand une personne nous exaspère particulièrement, le stoïcien propose un exercice surprenant. Écris une liste objective de ses qualités, indépendamment de ce qui t'irrite. Cette pratique brise le mécanisme de projection qui nous fait voir l'autre comme responsable exclusif de notre malaise. Plus radical encore, imagine ce que cette personne pourrait dire de toi si elle était totalement honnête. Ces exercices ne visent pas à nier les torts réels, mais à rétablir une perspective équilibrée où tu reprends le contrôle de tes réactions émotionnelles. Le corps est souvent le premier à trahir notre manque de calme intérieur. Mâchoire serrée, épaules tendues, respiration superficielle. Les stoïciens recommandaient des pratiques corporelles simples mais profondes. Marcher lentement en synchronisant sa respiration avec ses pas, se tenir droit comme si un fil invisible tirait le sommet du crâne vers le ciel, prendre le temps de mastiquer consciemment chaque bouchée. Ces disciplines physiques ne sont pas des fins en soi, mais des portes d'entrée vers un état mental plus serein. Le calme commence dans la chair avant de gagner l'esprit. C'est pourquoi tant de traditions philosophiques insistent sur l'importance du corps dans la quête de sagesse. L'acceptation stoïcienne n'a rien d'une résignation passive. C'est au contraire une position dynamique qui consiste à distinguer avec lucidité ce qui peut être changé de ce qui doit être accueilli. Cette clarté mentale permet de concentrer toute son énergie sur le champ du possible, au lieu de la gaspiller en révolte stérile contre l'immuable. Le calme authentique naît précisément de cette économie d'effort, ne plus se battre contre les murs, mais chercher activement les portes. Marc Aurèle lui-même, empereur tout-puissant, rappelait dans ses pensées cette vérité humble. L'obstacle à l'action devient l'action elle-même. Le silence est un maître stoïcien trop souvent négligé. Pas seulement l'absence de bruit, mais cette qualité particulière d'écoute intérieure qui permet d'entendre sa propre sagesse. Pratique quotidiennement des moments de silence complet, non pour fuir le monde, mais pour mieux y retourner ensuite. Ces pauses deviennent des espaces de régénération où le calme peut s'installer durablement. Comme le notait Sénèque, le silence est nécessaire à qui veut entendre les véritables voix. Dans notre monde saturé de stimuli, cultiver volontairement des espaces de silence devient un acte radical de résistance et de recentrage. La gratitude est l'antidote secret à l'agitation permanente. Non pas cette reconnaissance vague et générale, mais une observation minutieuse des petits dons que la vie offre chaque jour. La chaleur du soleil sur la peau, le sourire d'un inconnu, un problème résolu. Les stoïciens recommandaient de tenir un journal de gratitude concret, en notant non pas des généralités, je suis reconnaissant pour ma famille, mais des instants précis. J'ai apprécié quand mon fils m'a raconté son rêve ce matin. Cette pratique affine notre capacité à voir l'abondance déjà présente, créant un terreau fertile où le calme peut s'enraciner durablement. Enfin, souviens-toi que le calme est une compétence, non un don. Comme apprendre une langue ou jouer d'un instrument, il se développe par une pratique régulière, avec ses jours de progrès et ses rechutes. Les stoïciens parlaient de discipline, non comme une punition, mais comme le chemin vers la liberté intérieure. Chaque fois que tu choisis la réponse calme plutôt que la réaction impulsive, tu renforces ce muscle invisible. Avec le temps, ce qui demandait un effort conscient devient une seconde nature. Non pas parce que les difficultés ont disparu, mais parce que tu as changé ta façon d'y répondre. Voilà le vrai pouvoir du calme stoïcien. Il ne dépend pas des circonstances, mais se cultive de l'intérieur, acte après acte, jour après jour. Leçon 9, l'art de l'action détachée. La vie ressemble souvent à un jardinier qui arrose ses plantes tout en regardant frénétiquement si elles ont poussé chaque heure.
Cette tension constante entre l'action et l'attente du résultat nous épuise inutilement. Le stoïcisme nous propose une voie différente. Devenir ce jardinier sage qui se concentre sur la qualité de son arrosage, tout en laissant à la terre le soin de faire son travail dans le temps qui lui est nécessaire. Ton pouvoir s'arrête là où commence celui de la nature. Reconnaître cette frontière est la clé d'une action à la fois engagée et paisible. Prends l'exemple d'un étudiant qui prépare un examen. S'il ne pense qu'à la note finale, chaque heure de révision devient une torture. Mais s'il se concentre pleinement sur la compréhension de chaque concept, non seulement le processus devient plus agréable, mais les résultats finissent par venir d'eux-mêmes. Les stoïciens distinguaient soigneusement ce qui dépend de nous, notre effort, notre attention, de ce qui ne dépend pas de nous, la reconnaissance, le succès matériel. Cette distinction n'enlève rien à notre motivation. Elle la purifie au contraire de l'anxiété parasite. Le monde moderne nous conditionne à l'obsession des résultats immédiats. Combien abandonnent une nouvelle compétence après quelques semaines parce qu'ils ne voient pas de progrès spectaculaire? Pourtant, regarde comment la nature opère. Le bambou japonais semble ne rien faire pendant 5 ans avant de pousser de plusieurs mètres en quelques semaines. Sous terre, son système racinaire se développait invisiblement. Ton travail intérieur suit les mêmes lois. Ce qui semble être du temps perdu est souvent la période la plus fertile. La pratique stoïcienne propose un exercice puissant. Fixe-toi des objectifs, puis oublie-les délibérément pour ne plus penser qu'aux actions quotidiennes qui y mènent. Un écrivain qui veut publier un livre devrait se concentrer sur le nombre de mots écrits chaque jour, non sur la réception future. Un sportif sur la qualité de chaque entraînement, non sur la médaille hypothétique. Ce recentrage transforme l'énergie nerveuse en énergie créatrice, l'anxiété en présence. Les plus grandes réalisations humaines naissent rarement d'une obsession du résultat. Les artistes qui créent par pure amertume du geste produisent souvent des œuvres plus authentiques que ceux qui calculent chaque effet pour plaire. Les scientifiques les plus révolutionnaires sont ceux que la curiosité pure motive, non la gloire potentielle. Épictète le formulait ainsi. Jouez votre rôle avec élégance, mais ne soyez pas attaché au spectacle. Cette légèreté dans l'engagement est le paradoxe vivant du stoïcisme. Quand nous attachons notre valeur personnelle au résultat, nous devenons esclaves de circonstances hors de notre contrôle. Un commercial excellent peut tout faire parfaitement et perdre un contrat à cause d'un changement économique imprévisible. Un parent aimant peut tout donner et voir son enfant faire des choix douloureux. Le stoïcien agit comme si tout dépendait de lui, tout en sachant au fond que l'issue ultime ne lui appartient pas. Cette double conscience préserve à la fois son engagement et sa paix intérieure. L'action détachée cultive une qualité précieuse, la patience active. Non cette attente passive qui espère sans agir, mais cette persévérance joyeuse qui trouve sa satisfaction dans le processus lui-même. Le menuisier stoïcien se réjouit de chaque planche bien rabotée, non seulement de l'armoire terminée. Le professeur savoure chaque étincelle de compréhension dans les yeux d'un élève, non seulement les diplômes finaux. Ce déplacement de la récompense transforme chaque journée en destination plutôt qu'en simple étape. Concrètement, comment pratiquer? Commence par diviser tes grands objectifs en petites actions mesurables totalement sous ton contrôle. Au lieu de « vendre plus », fixe-toi « passer 3 appels qualifiés par jour ». Puis, tiens un journal où tu noteras non pas tes résultats, mais ta fidélité à ces actions. Avec le temps, tu découvriras une vérité libératrice. Le succès n'est pas un point fixe à atteindre, mais la trace laissée par une série d'actions bien alignées. Le détachement stoïcien face aux résultats n'a rien d'une froide indifférence. C'est au contraire la condition pour aimer véritablement ce que l'on fait. Quand un musicien joue par pur amour de la musique plutôt que pour les applaudissements, son art gagne en authenticité. Quand un leader agit par conviction profonde plutôt que pour les promotions, son influence devient durable. En cessant de danser pour le public imaginaire de nos attentes, nous retrouvons la grâce des gestes vrais. Cette leçon contient peut-être l'enseignement le plus contre-intuitif. Pour obtenir de meilleurs résultats, il faut cesser d'y penser obsessionnellement. Comme le papillon qui s'envole quand on cesse de vouloir l'attraper,
Le succès vient souvent se poser sur l'épaule de ceux qui se concentrent sur l'excellence de leur action présente. « Fais ton travail comme la terre produit ses fruits », disait Marc Aurèle. La terre ne s'inquiète pas de la récolte. Elle donne simplement le meilleur d'elle-même, saison après saison. Et c'est précisément pourquoi elle est si abondante. Leçon 10. L'art subtil du lâcher-prise engagé. Imagine un surfeur qui tente de contrôler chaque vague, il s'épuise et coule. Maintenant observe celui qui, tout aussi attentif au courant, sait quand s'abandonner à leur puissance pour mieux les chevaucher. Le lâcher-prise stoïcien ressemble à cette sagesse corporelle, une présence totale alliée à un détachement stratégique. Ce n'est pas du renoncement, mais une forme supérieure d'intelligence pratique qui distingue avec lucidité où investir son énergie. Prends l'exemple d'une relation importante. L'attachement anxieux se manifeste par des messages incessants, des demandes de réassurance, une peur étouffante de perdre l'autre. Le vrai souci stoïcien, lui, se montre différent. Il écoute avec une attention profonde, donne sans compter, mais refuse de s'accrocher. Cette nuance fait toute la différence. Tu peux aimer intensément tout en laissant à l'autre l'espace d'être libre. Comme le dit un proverbe zen, si tu aimes une fleur, ne l'accueille pas, ainsi elle durera plus longtemps. Le monde moderne confond souvent implication et agitation. Nous croyons montrer notre engagement par notre stress visible, nos nuits blanches, notre surcharge permanente. Les stoïciens proposent une autre voie, l'action claire et mesurée du médecin en salle d'opération. Son calme n'indique pas un manque de préoccupation. Au contraire, c'est parce qu'il se soucie profondément qu'il garde les idées claires. Ton premier devoir envers ce qui compte pour toi est de ne pas t'y perdre émotionnellement. La pratique du lâcher-prise engagé commence par un tri courageux. Fais la liste de toutes tes préoccupations actuelles, puis marque d'une croix celles sur lesquelles tu n'as strictement aucune influence directe. Pour ces dernières, adopte la prière stoïcienne. Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer. Puis concentre toute ton énergie sur les points restants. Ce simple exercice révèle souvent que nous gaspillons 80% de nos forces mentales dans des combats impossibles, affaiblissant ainsi notre pouvoir là où il pourrait vraiment compter. Dans le travail, cette attitude se traduit par un engagement total pendant les heures dédiées, suivi d'un détachement salvateur une fois la tâche accomplie. L'employé stoïcien donne le meilleur de lui-même au bureau, mais ne rumine pas ses dossiers sous la douche. Il comprend qu'une performance durable exige des cycles de repos complets. Comme un archer qui tend son arc avec concentration puis relâche la flèche sans chercher à la guider dans les airs, l'excellence réside dans cette alternance rythmée de tension et d'abandon. L'éducation des enfants offre un terrain particulièrement révélateur. Le parent anxieux veut tout contrôler, les fréquentations, les résultats scolaires, les choix d'avenir. Le parent stoïcien, tout aussi investi, distingue soigneusement quels conseils donner, son rôle, quelles décisions laisser à l'enfant, son territoire. Cette frontière respectée permet à l'amour de circuler sans devenir étouffant. Donne à tes enfants des racines et des ailes, disait Sénèque, formule parfaite de ce lâcher-prise intelligent. Le secret réside dans ce paradoxe. C'est précisément quand nous cessons d'avoir besoin d'un résultat particulier que nous devenons capables d'y contribuer le plus efficacement. L'artiste libéré du succès commercial crée son œuvre la plus authentique. Le manager qui ne cherche plus à tout contrôler inspire naturellement son équipe. L'amant sûr de lui sans être possessif devient irrésistible. En cessant d'étouffer la vie avec nos attentes, nous lui permettons de nous surprendre par sa générosité. Concrètement, cultive cette qualité par de petits exercices quotidiens. Lors d'une conversation, pratique l'écoute sans préparer ta réponse. Dans un projet, donne le meilleur de toi puis attends les retours sans harceler tes collaborateurs. Avec toi-même, observe tes pensées comme des nuages passagers plutôt que des vérités absolues. Chaque fois que tu remarques cette tension caractéristique de l'attachement excessif dans ton corps, tes émotions respirent profondément et demandent « Puis-je faire quelque chose de concret là-dessus maintenant ?» Si oui, agis. Sinon, laisse passer. Ce lâcher-prise stoïcien n'a rien d'une spiritualité éthérée, c'est une compétence pragmatique qui se muscle. Commence par les petites choses, un retard de train,
une remarque désobligeante, pour t'entraîner progressivement aux défis plus importants. Avec le temps, tu développeras cette capacité extraordinaire. T'impliquer à fond tout en gardant une liberté intérieure inaltérable. Comme ces grands arbres qui ploient dans la tempête sans jamais rompre, leur force vient précisément de leur flexibilité. En dernière analyse, le lâcher-prise véritable est une forme supérieure de confiance, non pas en un destin aveugle, mais en ta propre capacité à faire face à ce qui viendra. Quand tu cesses de vouloir dicter chaque détail du chemin, tu découvres que la vie t'offre souvent des solutions plus ingénieuses que celles que tu avais imaginées. Le stoïcisme nous apprend ainsi à conjuguer deux vertus apparemment contradictoires, l'engagement total du guerrier et la sérénité inébranlable du sage. C'est dans cet équilibre dynamique que réside la vraie maîtrise de l'existence.